Bonjour à tous. Depuis le 15 octobre de cette année, la Pologne se trouve dans une situation politique compliquée. Le 15 octobre de cette année ont eu lieu des élections parlementaires qui ont été remportées par les coalitions d'opposition. Depuis ce jour, ces coalitions d'opposition déclarent vouloir créer une coalition de gouvernement, mais les dirigeants actuels, donc les politiciens issus de la droite unie, font tout pour retarder la passation de pouvoir. Ils ne pourront pas la retarder indéfiniment, ils ne pourront pas la bloquer, mais le fait est que depuis 2 mois maintenant, la passation de pouvoir se passe aussi mal que possible, et c'est peu dire. Et les dirigeants qui sont soutenus par le président polonais, Andrzej Duda, issu du camp politique de la droite unie, font leur maximum pour, d'une part, retarder cette passation de pouvoir, mais également mettre à profit ce retard donc qui est engendré par leurs décisions, le mettant à profit pour s'approprier des fonds publics, mais également pour bétonner la scène politique et la scène publique, à savoir nommer à des postes clés, donc des personnes susceptibles de contrecarrer les plans des nouveaux dirigeants, ainsi que de surveiller les intérêts politiques et économiques du camp politique qui a perdu les élections parlementaires. Donc aujourd'hui, nous avons en Pologne une situation politique qui, pourrait-on dire, se trouve au-delà du réel, voire aux frontières du réel, puisque nous avons une majorité parlementaire confirmée, donc une coalition qui s'est formée, une coalition qui prend des décisions, puisqu'elle vote des lois, et nous avons un gouvernement qui a été nommé par le président, un gouvernement qui n'a pas de majorité parlementaire et qui a absolument aucune chance d'obtenir cette majorité parlementaire. Donc on pourrait parler d'une situation sans précédent, un gouvernement sans majorité parlementaire et une majorité parlementaire sans gouvernement. Cet état de fait devrait durer vraisemblablement jusqu'au 13 décembre de cette année, date à laquelle le nouveau gouvernement de la coalition parlementaire, de la majorité parlementaire, devrait être assermenté par le président, mais les événements font que l'on peut se poser la question de savoir si le président respectera la Constitution et si effectivement il assermentera le nouveau gouvernement qui sera élu par le Parlement. Mais revenons à ce qui s'est passé. Donc le 15 octobre de cette année, comme je le disais, en Pologne ont eu des élections parlementaires qui ont été remportées par l'opposition. Donc à partir de ce jour, à partir du soir où l'on ne connaissait que les résultats de sondage, l'opposition qui a remporté les élections a déclaré vouloir créer une coalition parlementaire, donc une coalition de gouvernement. 3 coalitions qui ont décidé de créer une coalition. D'une part, la coalition civique qui est emmenée par l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk. D'autre part, une coalition centriste, la Troisième Voie, qui se prénomme la Troisième Voie. Et enfin, donc, une coalition de gauche qui se prénomme la Nouvelle Gauche. Donc cette nouvelle coalition arrive à un total de sièges à la Chambre basse du Parlement de 248, donc pour avoir la majorité absolue à la diète polonaise, donc à la Chambre basse du Parlement, il faut obtenir 231 sièges, et à la Chambre haute, la nouvelle coalition donc a obtenu 67 sièges, donc elle a une majorité très confortable et très stable. Donc une majorité qui s'est construite le jour même de l'élection, au soir même de l'élection. On savait parfaitement que ces 3 coalitions, ces 3 comités électoraux vont signer donc un document, un contrat de coalition, et finalement un contrat de coalition qui aboutira à une coalition parlementaire, à une coalition gouvernementale. Donc pour l'instant, le contrat de coalition donc qui a été signé en date du 10 novembre donc a abouti à une coalition parlementaire. Donc la majorité parlementaire est effective, et donc maintenant la nouvelle majorité parlementaire attend de pouvoir former un gouvernement, donc chose qui est bloquée par le président polonais. Mais revenons quelques semaines auparavant, où le président a décidé d'ignorer l'état de fait, donc qui était bien clair. D'un côté, il y avait la droite unie, donc le camp politique qui est au pouvoir en Pologne depuis 8 ans,
qui n'avait aucune chance d'obtenir une majorité au Parlement, avec un total de sièges à la Chambre basse de 194. Je le rappelle, il faut 231 sièges pour avoir la majorité absolue à la Chambre basse du Parlement polonais, et avec un ensemble de 30 sièges à la Chambre haute au Sénat. Donc, sachant que le Sénat compte 100 sénateurs, il faut 51 sièges pour avoir la majorité absolue. Donc la droite unie n'a pas obtenu la majorité, loin de là, lors des élections parlementaires, et d'autre part, elle n'avait absolument aucune chance de créer une coalition parlementaire, une coalition de gouvernement, puisque, comme je le disais, les trois principaux comités d'opposition ont déclaré vouloir signer une coalition de gouvernement. Il restait éventuellement encore potentiellement donc un autre comité, donc la Confédération, mais la Confédération qui n'a obtenu que 18 sièges donc à la Chambre basse, a elle-même déclaré ne pas vouloir faire de coalition avec la droite unie, et combien même pour que la droite unie puisse avoir une majorité absolue, il aurait fallu avoir 40 députés de plus. La Confédération, avec ses 18 députés, n'aurait pas pu assurer une majorité à la droite unie. Donc, dans tous les cas, le président Andrzej Duda était parfaitement au courant de la situation. Il avait une situation absolument stable. Donc, il convient de le souligner. Une situation stable, une situation claire. D'un côté, nous avions les dirigeants de la droite unie qui n'avaient plus de majorité et qui n'avaient absolument aucune chance de l'obtenir. Et de l'autre côté, nous avions des partis d'opposition qui, eux, pouvaient créer une majorité très stable, et d'ailleurs avaient déclaré qu'ils allaient la créer dès que ce serait possible. Donc le président n'avait aucun doute à avoir, cependant il a décidé d'ignorer, absolument d'ignorer cet état de fait. Il a décidé de projeter la Pologne en quelque sorte dans une réalité politique alternative, en expliquant qu'il était de coutume que ce soit le parti qui a gagné les élections parlementaires qui puisse en premier lieu pouvoir monter un gouvernement. Le seul problème, c'est que la droite unie n'a pas gagné les élections parlementaires. Elle a reçu, le comité électoral de la droite unie a reçu le plus grand nombre de voix, donc comparé à tous les comités qui ont pris part à ces élections, mais n'a pas obtenu la majorité. Donc d'un point de vue juridique, politique, politologique, la droite unie n'a pas gagné ces élections parlementaires. Donc l'argument du président ne tenait absolument pas. Cependant, le président a décidé de s'obstiner, de poursuivre dans cette voie, et après avoir consulté avec les leaders de tous les partis politiques, ainsi que donc les comités et groupes politiques du Parlement, donc élus pour le nouveau Parlement. Donc il a décidé, donc en date du 6 novembre, de nommer un Premier ministre issu de la droite unie. Alors selon le droit constitutionnel polonais, c'est le président qui décide de qui il nomme en premier lieu au poste de Premier ministre. Donc c'est à son libre arbitre de prendre la décision. Donc néanmoins, il était de coutume, pendant les plus de 30 ans du fonctionnement de la Pologne démocratique, dans la Troisième République de Pologne, que le président prenne une décision qui soit logique, c'est-à-dire que donc quand il voyait une majorité, donc c'est à cette majorité parlementaire qu'il donnait donc la mission de créer un gouvernement, alors que là on est dans une situation complètement opposée, à savoir que le président est parfaitement conscient du fait que son camp politique n'a pas et n'aura pas la majorité, il n'a absolument aucun doute à avoir là-dessus, et il décide quand même de donner la mission de créer un gouvernement à un politicien de son camp politique qui n'aura pas la majorité, en sachant qu'il y a une majorité qui s'est formée. Donc il n'attend même pas la première session du Parlement pour voir comment les votes se dérouleront. Donc une semaine avant donc la première session, la session inaugurale du Parlement, le président nomme Mateusz Morawiecki, donc le Premier ministre en charge, au poste de nouveau Premier ministre. Donc il aura la mission de créer un nouveau gouvernement. Alors le 13 novembre de cette année a lieu donc la première session inaugurale du nouveau Parlement, et la nouvelle coalition se confirme. Donc la nouvelle coalition n'a aucun souci pour élire donc le bureau de la Chambre basse et de la Chambre haute du Parlement. On voit même, quand on analyse ces votes, que la nouvelle coalition a plus que 248 mandats, elle en a environ 255.
alors que la droite unie perd des mandats en cours de route. Donc on voit parfaitement donc, dans les votes qui ont lieu au Parlement qu'on a une coalition stable, une coalition parlementaire tout à fait stable, qui a une majorité très confortable, puisque c'est une majorité donc, qui dépasse de quelques mandats, à peu près 20 mandats, donc la majorité absolue requise à la Chambre basse, et comme je le disais à la Chambre haute, c'est 67 mandats qu'elle a sur 100, donc c'est absolument suffisant pour avoir une majorité confortable, voire très confortable. Et le Parlement commence à légiférer, donc on a les premiers textes de loi qui sont votés, notamment est voté donc le financement public de l'assimilation artificielle, donc chose qui a été abrogée par les anciens dirigeants, la droite unie. Et on arrive à un état de fait où on a deux pôles de pouvoir. On a le pouvoir législatif, donc issu de l'opposition, donc qui vote des textes de loi, et on a un gouvernement qui n'a plus de majorité au Parlement, et nous avons un président qui persiste dans cette voie, un président qui décide tout de même de rester sur sa première décision, à savoir de nommer Mateusz Morawiecki, donc Premier ministre donc en charge de la droite unie, au poste de nouveau Premier ministre. Donc c'est chose faite le 13 novembre, donc comme il l'avait annoncé le 6 novembre dans une allocation télévisée, le 13 novembre, après la première session parlementaire, session inaugurale, le président nomme Mateusz Morawiecki officiellement en charge au poste de Premier ministre, et donc à partir de là, Mateusz Morawiecki donc dispose de 2 semaines pour former un gouvernement, et donc c'est chose faite le 27 novembre de cette année. Donc Mateusz Morawiecki présente son gouvernement au président, tout en ayant parfaitement conscience que c'est un gouvernement pour 14 jours. Un gouvernement qui n'a aucune chance d'obtenir une majorité. Cependant, Mateusz Morawiecki prétend que sa majorité, il l'a, sauf qu'il ne peut pas en parler ouvertement, puisque il assure l'anonymat à ses interlocuteurs, et que si cela se déclarait publiquement, ça mettrait en péril leur sécurité. Donc, jusqu'au vote de confiance, il ne présentera pas la liste de sa majorité. Le fait est que c'est un discours qui est absolument relatif à une réalité complètement alternative, puisque il n'y a absolument aucun député qui négocie avec Mateusz Morawiecki. Par ailleurs, tout semble nous laisser supposer que l'union de la droite perd des députés en route, puisque nous voyons, selon les votes au Parlement, que donc, le parti de Jarosław Kaczyński s'égrène. Donc sur les 194 mandats que la droite unie avait donc après les élections parlementaires du 15 octobre, aujourd'hui il lui en reste environ 180. Mais ça n'empêche pas Mateusz Morawiecki de parler de majorité, de dire que il est assuré d'avoir sa majorité, et de ce fait, il présente son gouvernement au président le 27 novembre. Donc le président qui a sermenté au nouveau gouvernement dans une cérémonie complètement surréaliste. Alors un gouvernement qui devient un gouvernement paritaire. Donc nous avons même plus de femmes au gouvernement que d'hommes. Donc un gouvernement qui ne doit plus être dès lors le gouvernement de la droite unie, mais le gouvernement de la coalition des affaires polonaises, puisque Mateusz Morawiecki est en train de créer une coalition, enfin dans sa réalité alternative, il est en train de créer une coalition des affaires polonaises. Et une cérémonie, comme je le disais, absolument surréaliste, puisque donc le président, dans son discours, annonce qu'il est très fier de pouvoir assermenter ce gouvernement, qu'il est convaincu que ce gouvernement va trouver sa majorité au Parlement. Il présente les défis à relever par ce gouvernement, donc la réforme des institutions européennes, la réforme énergétique en Pologne, les questions de sécurité, la guerre en Ukraine, la paix dans le monde. Enfin, un discours très cosmopolite, je dirais un discours qui annonce des objectifs de travail pour 4 ans au moins, tout en étant conscient que c'est un gouvernement qui est là pour 14 jours. Donc une cérémonie qui projette la Pologne dans une réalité complètement alternative, surréaliste et aux frontières du réel. Le fait est que le nouveau gouvernement de Mateusz Morawiecki prend ses fonctions, en date du 27 novembre de cette année.
Et donc c'est un gouvernement qui n'a pas de majorité au Parlement, mais un gouvernement qui dirige, qui prend des décisions importantes, notamment concernant les questions énergétiques. Donc c'est un gouvernement qui signe des contrats, donc un contrat avec des compagnies américaines pour la construction de centrales nucléaires en Pologne. C'est un gouvernement qui change les statuts des sociétés publiques. C'est un gouvernement qui va nommer à des postes importants donc, des membres soit du camp de la droite unie, soit des gens proches de la droite unie. Donc c'est un gouvernement qui se comporte comme s'il avait la majorité au Parlement, alors qu'il n'a aucune majorité. Il n'a même aucune légitimité, puisque comme je le disais, la droite unie a perdu les élections parlementaires. Donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui prend des décisions importantes, voire très importantes pour le pays, un gouvernement qui n'a pas de légitimité. Nous avons un nouveau ministre des Affaires étrangères qui fait le tour de l'Europe, qui discute avec tous les dirigeants, donc en leur proposant ses idées pour la réforme des institutions européennes, se comportant comme s'il serait en poste pour des années, alors qu'il sait parfaitement que sa mission s'arrêtera en date du 11 décembre de cette année. Donc, un président qui a décidé de faire priorité à ses intérêts politiques, aux intérêts politiques de son parti. Alors, pourquoi est-ce que le président n'hésite pas à se ridiculiser, puisqu'il faut le dire ainsi, pourquoi est-ce que la droite unie a décidé de jouer ce spectacle, a décidé de jouer cette scène irréaliste, tout en sachant que ça s'arrêtera le 11 décembre? Bien parce que ça permet de retarder la passation de pouvoir. Ça permet de pouvoir continuer à drainer les fonds publics, de pouvoir continuer à drainer donc les sociétés publiques, les entreprises publiques. Ça permet de placer à des postes importants donc des gens issus du camp de la droite unie. Ça permet de retarder donc la perte d'influence en Pologne le plus longtemps possible. Ça permet de faire passer des décisions qui permettront à la droite unie, même le jour où elle n'aura plus de gouvernement, d'avoir quand même une grande influence dans ce qui se passe dans les médias publics, dans ce qui se passe dans l'administration publique, dans ce qui se passe dans l'appareil juridique. Et donc finalement, chaque jour pour la droite unie de retard de passation de pouvoir est un jour de gagner, puisque ça lui permet de gagner des millions d'euros. Ça lui permet de gagner en puissance, en compétence et surtout en influence pour le moment où elle devra quitter le pouvoir, où elle devra quitter le gouvernement. Donc, même si le président, d'un point de vue juridique, avait le droit de faire ce qu'il a fait, donc il est absolument bien dans le cadre de la Constitution, puisqu'il respecte les délais, le fait est que, d'un point de vue de l'intérêt de l'État, ce que fait le président est absolument contre les intérêts de l'État. Donc, ce que fait le président est dans l'intérêt de son parti, mais complètement contre les intérêts de l'État. D'autre côté, nous avons donc la coalition parlementaire qui, comme je le disais, fait passer les textes de loi. Les premiers textes de loi concernant donc, la transformation énergétique arrivent, donc, portent déjà des controverses et une lutte politique entre la droite unie et la nouvelle coalition. Donc la nouvelle coalition a commencé le travail sur un texte de loi qui va faciliter donc l'aménagement des éoliennes en Pologne. Donc pendant 8 ans, la droite unie a bloqué le développement des éoliennes en Pologne. La nouvelle coalition décide de remédier à cela. Aujourd'hui, il n'y a que 11% de l'électricité utilisée en Pologne qui est produite par les éoliennes. Cependant, ce texte de loi a déjà suscité pas mal de controverses, puisque on accuse la nouvelle coalition de jouer les intérêts des Allemands et de Siemens. Donc une théorie s'est créée dans les rangs de la droite unie, selon laquelle donc les fonds de cohésion européens, mais surtout le fonds de relance, le fonds post-Covid, dont la Pologne va toucher un acompte de près de 5 milliards d'euros, va être destiné à acheter donc des turbines produites par Siemens, justement pour renforcer Siemens, qui se trouve dans une situation financière, économique assez compliquée ces derniers temps. Donc, la droite unie accuse déjà donc la nouvelle coalition parlementaire, qui n'est même pas une coalition gouvernementale, de jouer les intérêts des lobbies allemands et de jouer les intérêts de l'Allemagne. Ça s'inscrit évidemment dans un discours de reproche de la droite unie envers ses opposants, de vouloir vendre la Pologne et l'Allemagne, donc un discours déjà très agressif, qui va jusqu'à lancer une enquête donc prise en charge
par des procureurs, justement, qui doivent vérifier s'il n'y a pas eu lobbyisme dans la création de ce texte de loi. Alors, quelle est la controverse concernant ce texte de loi? Un texte de loi qui n'a même pas été voté pour l'instant. C'est que ce qui a été inscrit, c'est que la distance entre les turbines, les éoliennes et les habitations ne doit pas être moindre que 300 mètres. Alors 300 mètres, ça paraît très peu. La norme qui avait été retenue à l'époque, c'était 500 mètres. Donc la droite unie avait abrogé cette norme puisque la droite unie luttait contre les éoliennes, comme je le disais. Mais on estime que puisque cette distance a été réduite par le nouveau texte de loi, ça prouve que la nouvelle coalition parlementaire est, si je puis dire, payée, soudoyée par Siemens, qui veut vendre sa technologie, soutenue par Bruxelles, qui va verser donc un acompte des fonds de relance, justement, pour que la Pologne puisse sauver Siemens. Fonds de relance d'ailleurs qui a été bloqué, je le rappelle, par la droite unie, puisque donc la droite unie ne satisfaisait pas aux attentes de gouvernance de Bruxelles. Et donc ça fait plus de 2 ans que la Pologne ne touche pas ces fonds du fonds de relance post-Covid. Donc à partir de là, comme je le disais, nous avons un Parlement qui légifère, une coalition qui légifère, et donc un gouvernement sans majorité qui dirige le pays et qui prend des décisions très importantes pour le pays, qui n'a aucune légitimité. Nous avons un président qui a décidé d'ignorer, complètement ignorer que son camp politique avait perdu les élections, qui décide de jouer le jeu de son camp politique, qui décide d'assurer les intérêts politiques et économiques de son camp politique, et qui se soucie que très peu des intérêts de l'État, puisque c'est pas dans l'intérêt de l'État d'avoir une passation de pouvoir qui dure 2 mois. Sûrement pas. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc ces prochains temps? Donc, la passation de pouvoir devra se faire, puisque la droite unie a perdu les élections, elle n'a pas de majorité, elle n'a pas de coalition, donc elle va quand même devoir tôt ou tard, qu'elle le veuille ou non, céder le pouvoir. Alors, même si elle s'attache bec et ongle à ce pouvoir, si l'on s'en tient au délai qui sont bien établis par la Constitution, au plus tard, le 11 décembre de cette année, le Premier ministre Mateusz Morawiecki devra présenter son exposé au Parlement. Donc ça a déjà été arrêté, donc ça a déjà été prévu, donc ça aura lieu donc le lundi 11 décembre. L'exposé commencera à 10 h du matin. Et à partir de là, il est prévu qu'il y ait environ 4 à 5 heures de débat parlementaire. À l'issue de ce débat, il devrait y avoir un vote de confiance. Donc là, le vote de confiance, il est joué d'avance, puisqu'on sait parfaitement que la droite unie n'a pas la majorité au Parlement. Donc à partir de là, il paraît difficilement envisageable qu'elle obtienne un vote de confiance. Donc le gouvernement n'aura pas de vote de confiance. Et à partir de là, il devra céder le pouvoir. Là, ça paraît inévitable. Donc, le 11 décembre de cette année, le gouvernement Morawiecki devra partir. Donc, un gouvernement qui aura duré 14 jours. Mais après la non-obtention du vote de confiance du Parlement, il ne sera plus possible ni au président, ni à la droite unie de retarder la passation de pouvoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer ensuite? À partir de là, ce sera au Parlement de jouer. Donc la nouvelle majorité parlementaire, la nouvelle coalition, va désigner son Premier ministre. Et ensuite, donc ce Premier ministre, lui, va devoir être assermenté par le président. Donc là, le président n'a pas le choix. D'un point de vue constitutionnel, à partir du moment où la personne qui l'a nommé Premier ministre n'arrive pas à avoir un vote de confiance, c'est au Parlement de jouer. Le Parlement nomme son candidat et le président ne fait que confirmer ce choix. Là, il n'a plus aucun rôle à jouer. Mais on peut se poser la question de savoir si le président ne va pas retarder encore quelques jours cette nomination. Donc, il y a des on-dit qui circulent, comme quoi le président se dirigerait vers un Covid qui pourrait durer jusqu'à fin décembre, voire mi-janvier. Est-ce que ça va se confirmer? On ne sait pas, mais il faut à cela ajouter un élément très important, à savoir que le président se trouve, d'ailleurs, de par ses décisions passées, dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que finalement, nommer aujourd'hui Donald Tusk,
donc lui permettre d'être Premier ministre, comme le souhaite la nouvelle coalition parlementaire. On a même une situation où le président pourra être accusé à l'avenir d'être celui qui a amené Donald Tusk en fait au pouvoir. Pourquoi? Pour le comprendre, il faut revenir quelques mois auparavant, donc au mois de mai de cette année, où par l'initiative de la droite unie, mais en coopération avec le président, a été créée une commission d'État, une institution véritable, dont le rôle était de démolir Donald Tusk, ainsi qu'un certain nombre de politiciens considérés comme ennemis de la droite unie. Donc c'est une commission dont le rôle théorique et officiel était de rechercher donc les sphères d'influence russes en Pologne, ainsi que les éléments d'ingérence russe et la coopération des intérêts russes avec les milieux politiques, publics, économiques polonais. Et donc c'est une commission qui était complètement hors constitution. Donc d'un côté, c'est une commission qui avait le droit de son propre fait de se prémunir d'être juge et jury. C'est-à-dire que donc ces décisions étaient quasiment incontestables. Donc c'est une commission qui pouvait interdire à quelqu'un d'opérer une fonction publique pendant 10 ans. Donc les membres de cette commission avaient l'immunité. Donc ils avaient l'immunité totale pour toutes les activités menées lors de leur travail dans le cadre de cette commission. Donc cette commission, donc en date du 29 mai, donc a été mise en place, puisque le président donc a signé donc un texte de loi allant dans ce sens, donc un texte de loi d'ailleurs qui a été voté par le Parlement, donc l'ancien Parlement, où la droite unie avait la majorité. Et donc un texte de loi qui a été signé par le président. Alors après quelques jours, après avoir signé ce texte de loi, le président a changé d'avis. Donc en fait, comme on le disait en Pologne, il a mis un veto à sa propre signature et a décidé que cette commission existerait tout de même, mais n'aurait plus le droit d'interdire à quelqu'un d'exercer une fonction publique. Donc ce serait une commission qui exercerait donc son travail, mais en tant que commission qui recommande certaines décisions, mais dont ces décisions ne sont pas n'ont pas d'effet juridique à proprement parler. Donc cette commission a tout de même donc été créée donc dans sa deuxième version. Elle a commencé son travail donc à partir de septembre de cette année, et la nouvelle majorité parlementaire a décidé donc de démettre de ses fonctions tous les membres de cette commission. Alors pourquoi est-ce que la commission n'a pas été abrogée en tant que telle? Bien parce que cela aurait nécessité la signature du président. Le président aurait mis son veto pour la suppression de cette commission, donc la nouvelle majorité n'avait pas possibilité d'abroger la commission, donc on a décidé, si je puis dire, de contourner un petit peu l'obstacle. Et en date du 29 novembre de cette année, la nouvelle majorité parlementaire a tout simplement démis de ses fonctions tous les membres de cette commission, donc ce qui en fait aujourd'hui une institution morte. Mais la commission, avant que ses membres soient démis de leurs fonctions par le Parlement, a tout de même publié un rapport dans lequel elle recommande au président de la République de ne nommer à aucune fonction publique nécessitant le travail pour la sécurité de la Pologne. Donc finalement, ça revient à ne nommer à aucune fonction publique. Donc 5 politiciens, dont Donald Tusk, dont également donc Bartłomiej Sienkiewicz, qui sera le nouveau ministre de la Culture au nouveau gouvernement, Tomasz Siemoniak, donc le futur chef des services secrets, ainsi que Jacek Cichocki, donc l'ancien coordinateur, donc l'ancien chef des services secrets en Pologne. Donc voilà, donc une décision qui aujourd'hui met le président dans l'embarras, surtout à cause de Donald Tusk. Pourquoi? Parce que Donald Tusk est l'ennemi juré de la droite unie. Et donc la droite unie est en train de bâtir sa nouvelle légende, donc qui tend à démontrer que c'est donc le retour d'une coalition anti-polonaise, pro-allemande, qui va prendre le pouvoir. Et surtout, là, on a une situation où nous avons une commission qui a érigé un rapport. Et dans le cadre de ce rapport, cette commission recommande de ne pas nommer Donald Tusk à une fonction publique.
Donc même si cette commission n'est pas allée jusqu'au bout de son travail, même si donc cette commission n'avait aucune légitimité, c'est quand même une commission qui est un élément important dans le nouveau discours de la droite unie. Donc aujourd'hui, le président se trouve dans une situation très compliquée parce qu'en fait, il va avoir le choix entre respecter la Constitution et nommer Donald Tusk au poste de Premier ministre si le Parlement le nomme par la majorité parlementaire à ce poste, ou alors il aura le choix de ne pas le nommer en suivant les recommandations de sa commission, une commission, comme je le disais, qui a travaillé hors cadre durant tout son travail, si on peut parler de travail d'ailleurs. Puisque donc une commission qui a travaillé pendant 3 mois, on ne sait pas trop ce qu'elle a fait, donc elle a publié un rapport où comme je le disais, elle nomme 5 politiciens considérés comme étant non grata et donc indignes d'occuper des fonctions publiques parce qu'ils présenteraient donc soi-disant des menaces pour la sécurité de la Pologne. Comme par hasard, sur cette liste, nous avons trois politiciens qui vont se retrouver dans le nouveau gouvernement. Donc Donald Tusk, comme je le disais, Bartłomiej Sienkiewicz qui sera le ministre de la Culture, ainsi que Tomasz Siemoniak qui lui sera chargé des services secrets. Donc comme par hasard, ces 3 personnes se retrouvent sur la liste noire de cette commission. Donc 3 personnes sur 5 se retrouvent sur cette liste noire, sachant qu'on sait parfaitement que ce sont des gens qui vont entrer au nouveau gouvernement. Donc si le président nomme tout de même Donald Tusk en tant que au poste de Premier ministre, il sera accusé par la droite unie et leurs électeurs de ne pas avoir respecté les recommandations de la commission et d'avoir nommé au poste de Premier ministre quelqu'un qui n'est pas crédible de leur point de vue et qui représente un souci pour la sécurité internationale polonaise. Donc il sera accusé d'être quelqu'un, finalement, d'être le président qui a fait rentrer le renard dans le poulailler, si je puis dire. Maintenant, s'il nomme pas Donald Tusk Premier ministre, là du coup il sera complètement hors cadre constitutionnel, puisque comme je le disais, donc à partir du 11 novembre, à partir du moment où Mateusz Morawiecki n'obtiendra pas le vote de confiance pour son gouvernement, là le président n'a plus aucun rôle à jouer. C'est le Parlement qui décide, le Parlement élit, donc la majorité parlementaire élit son Premier ministre, le président n'a plus rien à dire, tout ce qu'il a à faire c'est confirmer le choix du Parlement par sa signature. Donc qu'est-ce que va faire Andrzej Duda? Alors ces ministres déclarent que Andrzej Duda ne suivra pas les recommandations de cette commission, mais rien n'est moins sûr. On peut penser que le président décide de retarder tout de même la passation de pouvoir de quelques jours, quelques semaines, jusqu'à fin décembre, et en prétextant justement un Covid ou un autre souci de santé. Alors, ce qui avait aussi été annoncé, c'est que Donald Tusk pourrait être nommé Premier ministre, mais ça se passerait le 13 décembre. Alors, pourquoi le 13 décembre? Eh bien, parce que le 13 décembre, c'est une journée noire, c'est un anniversaire assez noir pour l'histoire de la Pologne. C'est le 13 décembre 1981, c'est la date de la mise en place de l'état de guerre. Donc, c'est le coup d'État qui a été lancé par le général Wojciech Jaruzelski, à l'époque communiste, pour détruire l'opposition anticommuniste. Et donc, nommer Donald Tusk à la tête d'un gouvernement le 13 décembre, ça permettrait de relancer ce discours de la droite unie en disant voilà, nous avons le retour de l'Empire russe, collaborant avec l'Empire allemand. Donc, ce serait, d'un point de vue de l'image, une façon de nuire justement à cette nomination. Alors, qu'est-ce que va faire le président? On ne le sait pas. Il est quand même probable qu'il nomme Donald Tusk poste du Premier ministre, mais quand est-ce que ça se fera, ça on ne le sait pas. Le fait est que la droite unie fait vraiment tout ce qu'elle peut pour retarder la passation de pouvoir. Le fait est que d'un point de vue constitutionnel, à partir du 11 décembre de cette année, la droite unie aura épuisé tous ses délais constitutionnels. Donc si le président décide tout de même de retarder cette nomination du nouveau Premier ministre, là il sera complètement hors cadre constitutionnel. Donc là, ce sera totalement illégal. Et si les décisions qu'il prenait jusque-là
étaient des décisions qui étaient certes alors contre les intérêts de la Pologne et même contre la raison, puisqu'il savait parfaitement qu'il y avait une majorité, il faisait comme s'il ne le savait pas. Il savait parfaitement que son camp politique n'avait plus la majorité parlementaire, mais il faisait comme s'il ne le savait pas. Il n'en est pas moins que ça restait légal. Alors que si, à partir du 11 décembre, le président décide de ne pas nommer Donald Tusk en prétextant quelque raison que ce soit, là, ça va devenir illégal. Donc, est-ce que le président, pour satisfaire son camp politique, décidera de retarder cette passation de pouvoir encore un petit peu, ou est-ce qu'il décidera quand même de respecter la Constitution? Impossible de le dire, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Il faudra attendre le 11, le 12 décembre pour s'en rendre compte. Le fait est que, comme je le disais, c'est important de le savoir, à partir du 11 décembre, à partir du moment où le gouvernement de Mateusz Morawiecki n'obtiendra pas le vote de confiance du Parlement, c'est au Parlement de jouer. Si le Parlement désigne Donald Tusk au poste de Premier ministre, le président n'a aucun rôle à jouer. S'il décide tout de même de bloquer sa nomination, là, du coup, ça va devenir illégal. Donc, il sera hors cadre. Nous verrons s'il décide d'emprunter cette voie. Le fait est que, dans tous les cas, la passation de pouvoir se fera. Donc ça paraît inévitable, puisque si elle ne se fait pas, ce serait antidémocratique. Et là, du coup, on serait complètement hors cadre démocratique. Et ça, je ne pense pas que la droite unie ira jusque-là, mais je pense qu'ils sont capables d'essayer de prolonger le processus, même au risque de dépasser un petit peu le cadre juridique, en prétextant, par exemple, un Covid du président. Donc, le président pourrait avoir le Covid jusqu'au 31 décembre de cette année. Nous verrons comment ça va se passer. Le fait est que nous connaissons déjà les membres du gouvernement de Donald Tusk. Alors, ils n'ont pas été annoncés, certes, officiellement, mais donc par les voies journalistiques, nous savons qui sera membre de ce gouvernement. Donc, si cette composition vous intéresse, je vous invite, mesdames, messieurs, à vous référer à ma vidéo donc, du 19 novembre où j'ai énoncé toute la composition de ce gouvernement, donc ministère par ministère. Donc à partir de là, si le président décide tout de même de respecter la loi, Donald Tusk donc sera nommé Premier ministre, et donc son gouvernement pourrait entrer déjà en fonction à partir du 13 décembre de cette année. Alors, c'est pas sans importance, puisque en date du 14 et du 15 décembre de cette année se tiendra un Conseil européen. Donc, ce serait quand même bien que la Pologne soit représentée par un vrai gouvernement, pas un gouvernement de 14 jours ou un gouvernement virtuel, mais un vrai gouvernement qui a une légitimité démocratique, sachant que donc c'est quand même un Conseil européen où des questions assez clés seront abordées, comme la guerre en Ukraine, par exemple, donc la réforme des institutions ou d'autres questions importantes pour l'Union européenne. Donc, ce serait quand même bien que la Pologne soit déjà représentée par Donald Tusk. Mais le fait est que si le président devient victime du Covid ou à un autre empêchement, ce sera Mateusz Morawiecki qui gardera tout de même donc, le poste de Premier ministre jusqu'à la passation de pouvoir. Et donc c'est lui qui représenterait la Pologne au Conseil européen, donc ce serait très mauvais pour la Pologne, puisqu'on aurait un Premier ministre qui représente la Pologne au Conseil européen, qui n'a aucune légitimité. Donc là, ça poserait un grave souci de crédibilité surtout. Alors, à quoi s'attendre dans ces prochains temps? Eh bien, de toute manière, le gouvernement Tusk prendra le pouvoir en Pologne au courant du mois de décembre d'une manière ou d'une autre, voire début janvier, si le président décide d'être hors cadre et de prolonger ses délais de quelques semaines. Mais on peut d'ores et déjà s'attendre à une cohabitation plus que mauvaise entre donc, le président et donc, le nouveau gouvernement. On peut supposer que le président va bloquer au maximum toutes les décisions qui seront prises par le gouvernement, donc qui fera opposition à tout ce qu'il peut, parce que le président, de par ses décisions, donc de par ce retard de passation de pouvoir, joue ses propres intérêts politiques. Pourquoi? Eh bien, il compte sur le fait qu'il pourrait reprendre à l'avenir le camp politique de Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński est proche de sa retraite politique. Andrzej Duda aurait de ce fait aimé reprendre son camp politique en tant que leader. Donc, on peut supposer que les 20 mois de présidence qui lui restent, il les passera à satisfaire au maximum donc les attentes et les intérêts de son camp politique. Donc ça va le mener droit vers une guerre ouverte contre le gouvernement.
Cette guerre a d'ailleurs déjà commencé, comme je le disais, par rapport à la loi concernant les éoliennes, un texte de loi qui, pour l'instant, est en train d'être débattu au Parlement, qui n'a pas été voté, et déjà, donc, qui suscite beaucoup de controverses dans le camp de la droite unie. D'autre part, on peut supposer qu'il y aura donc une véritable guerre ouverte concernant l'appareil judiciaire, puisque la droite unie, depuis qu'elle a perdu les élections, s'acharne à nommer autant de personnes que possible à tous les échelons possibles de l'appareil judiciaire. Il y aura une guerre ouverte pour les médias publics. La nouvelle coalition gouvernementale, quand elle arrivera au pouvoir, voudra reprendre les médias publics, en tout cas déloger donc les apparatchiks de la droite unie qui travaillent pour les médias publics. Donc une guerre ouverte pour la Banque centrale, qui d'ailleurs a déjà commencé, puisque la nouvelle coalition parlementaire a annoncé que le président de la Banque centrale polonaise, donc Adam Glapiński, serait démis de ses fonctions, voire jugé pour manquement à ses fonctions à l'avenir. Donc ce conflit a déjà commencé, puisque Adam Glapiński en personne a déjà rédigé une lettre à Christine Lagarde, donc lui demandant de l'aide. Donc il adresse des lettres très régulièrement maintenant, donc à la Banque centrale européenne, au FMI, à d'autres institutions internationales, donc prétextant qu'il est victime d'une persécution politique en Pologne. Il y aura une guerre ouverte entre le président et le nouveau gouvernement concernant le bureau central d'enquête, que le gouvernement voudra fermer. Alors aujourd'hui, le CBA, donc c'est une institution compromise, donc qui est accusée d'avoir mis sur écoute l'opposition et d'avoir mené des opérations que l'on pourrait considérer comme des opérations tout à fait antidémocratiques aujourd'hui. Donc la coalition parlementaire, la majorité parlementaire accuse le bureau central d'enquête et le bureau central anticorruption, donc le CBA, d'être une police politique de la droite unie. Et aujourd'hui, on parle de dissoudre le CBA, donc le bureau central anticorruption, et de déplacer tout simplement cette administration dans le cadre donc de la police nationale. Donc une réforme qui sera sûrement bloquée par le président. Le nouveau gouvernement, quand il sera en place, aura également pour projet de couper en deux le ministère de la Justice. Donc en gros, on aura donc un ministre de la Justice et un procureur, donc qui sera probablement donc indépendant du ministère de la Justice, un procureur général qui sera sûrement nommé par le Premier ministre en accord avec peut-être le président. Donc ça, c'est déjà une réforme qui avait été annoncée par la nouvelle coalition, mais donc le président a déjà annoncé qu'il ne la signerait pas. On risque d'avoir une lutte politique sans merci pour ce qui est de la politique étrangère. Il est à noter que la Pologne aura la présidence de l'Union européenne donc début 2025. Alors là, le président a déjà annoncé qu'il avait bien l'intention d'y participer, qu'il n'accepterait pas que le gouvernement le prive de ses prérogatives. La loi a même été changée dans ce sens à la fin de l'ancienne investiture du Parlement, où la droite unie avait encore le pouvoir, donc en prévision d'une nouvelle majorité. On aura également une guerre ouverte politique pour ce qui est de la politique de la défense. Peut-être donc des contrats qui ont été signés par la droite unie donc pour l'achat de matériaux militaires qui seront peut-être mis en question par le nouveau gouvernement. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, on ne voit absolument aucun élément, aucun champ d'accord entre le nouveau gouvernement donc, qui va arriver et puis le président. Donc, on peut supposer que ce sera une guerre ouverte entre le palais présidentiel et la chancellerie du Premier ministre pendant 20 mois. Une guerre sans merci entre deux camps politiques donc, qui vont se battre pour le pouvoir en Pologne, sachant que donc cette guerre ouverte s'inscrira dans un marathon électoral, puisque en 2024, en Pologne auront lieu donc les élections régionales et les élections européennes, et en 2025, les élections présidentielles. Alors Andrzej Duda lui-même ne pourra pas se représenter, puisqu'il là, il est en train de finir son deuxième mandat, donc il lui reste 20 mois de son deuxième mandat. En Pologne, donc le nombre de mandats présidentiels donc, est réduit à 2 par président. Mais le fait est qu'il va sûrement soutenir quelqu'un dans son camp politique. Donc aujourd'hui, nous arrivons dans une situation
de guerre ouverte entre deux camps politiques. Donc il y aura justement pour ligne de démarcation la chancellerie du Premier ministre et le palais présidentiel, et une guerre qui va être nuisible au pays, puisqu'on aura sûrement pas mal de blocages. On peut supposer que le président bloquera tout ce qu'il pourra bloquer, et que le président s'assurera de veiller au mieux aux intérêts de son camp politique. Pourquoi? Parce que c'est un camp politique qui voudra reprendre après les élections présidentielles. Il a pour ambition d'être le nouveau leader de la droite unie. Est-ce qu'il a des chances d'y parvenir? Peut-être que oui, mais ces chances ne sont pas très nombreuses, ne sont pas très grandes. Maintenant, dans la mesure où le président reste le seul pôle de pouvoir pour la droite unie en Pologne, donc ce sera le centre de la droite unie, si on peut dire ainsi. Donc ce sera un centre très névralgique et très important, puisque c'est le seul centre où la droite unie pourra exercer son pouvoir. Donc aujourd'hui, le président Andrzej Duda devient une pièce maîtresse, un élément maître finalement de la droite unie. Est-ce que cela va durer au-delà de sa présidence? Ça, on ne le sait pas. Le fait est que le président fera absolument tout ce qu'il peut pour s'assurer le leadership dans son camp politique, même si cela doit se faire au prix d'une guerre sans merci avec le nouveau gouvernement, même si ça doit se faire donc au prix des intérêts de la Pologne. Ça, le président n'hésitera pas. Et aujourd'hui, si le président n'hésite pas à se ridiculiser, c'est tout simplement parce que ça sert ses intérêts politiques. La droite unie attendait de lui qu'il retarde la passation de pouvoir aussi longtemps que possible. C'est exactement ce qu'il fait, au détriment des intérêts de la Pologne, au détriment de son image, au détriment de sa crédibilité. Dans cette démarche, il est peut-être ridicule, mais c'est une démarche de son point de vue rationnel, parce que c'est une démarche qui lui permet tout simplement d'être le mieux placé pour la reprise de son camp politique après le départ de Jarosław Kaczyński, qui devrait arriver donc dans ces prochains mois, voire ces prochaines années. On peut supposer que Jarosław Kaczyński ne soit plus leader de ce camp politique d'ici à 1 an. Donc Jarosław Kaczyński, qui est très contesté, on lui reproche la défaite aux élections parlementaires de la droite unie. Le camp de la droite unie, ce sera également un camp politique qui va subir, peut-on penser, une grande reformulation de sa pensée politique, ainsi que de ses rangs. Donc un parti qui va sûrement changer, donc un parti qui est destiné à rester dans l'opposition quelques années au moins. Donc la lutte de pouvoir dans ce camp politique a commencé, et tout ce que fait le président à partir du 15 octobre et jusqu'à la fin de son mandat sera conditionné par cette lutte de pouvoir au sein de la droite unie, ainsi que la lutte pour le leadership. Et comme je le disais, le président veut être le leader incontesté et incontestable de la droite unie. Donc on peut supposer que la cohabitation avec le nouveau gouvernement se passera aussi mal que possible. Et c'est peu dire, une cohabitation qui sera très dure. Peut-être qu'elle mènera dans l'avenir à un amendement de la Constitution. Ça, le temps nous le dira. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que la Pologne se dirige vers 20 mois très compliqués, 20 mois de lutte politique, 20 mois de campagne électorale, comme je le disais, 3 élections. Donc en 2024, 2 élections, une élection régionale, des élections européennes, en 2025, une élection présidentielle. Et tout ce qui va se passer d'ailleurs tout ce qui se passe à partir du 15 octobre, tout ce qui va se passer jusqu'aux élections présidentielles, donc, qui auront probablement lieu en juillet de 2025, sera conditionné par cette lutte politique, sera conditionné par cette cohabitation compliquée, sera conditionné par la lutte de pouvoir au sein de la droite unie, mais également conditionné par la lutte de pouvoir en Pologne. Donc chose que je ne manquerai pas de commenter, de relater pour vous. Voilà ce que l'on pouvait dire de la situation en Pologne à l'heure actuelle. Je ne manquerai pas de revenir vers vous avec d'autres informations quand celles-ci se présenteront. Pour l'heure, je vous remercie de bien avoir voulu consacrer votre temps et votre patience à cet enregistrement. Je vous invite à poser vos questions, à faire vos commentaires. Pour ces consoeurs et ces confrères qui souhaiteraient avoir d'autres informations concernant la Pologne, je les invite à rentrer en contact directement avec moi, que ce soit les réseaux sociaux ou que ce soit mon adresse email, donc qui est disponible sur Internet.
J'invite également tous ceux qui s'intéressent au sujet à poser leurs questions et à faire leurs commentaires. Dans un avenir très proche, je ferai d'autres vidéos en français, en polonais, donc des vidéos concernant ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde. Ceux qui ont apprécié ce film, je les invite à bien vouloir le liker, ainsi que ceux qui estiment que mon activité YouTube a quelconque valeur, je les invite à bien vouloir s'abonner à ma chaîne. Je vous remercie une fois de plus pour votre patience. À bientôt.